Bonsoir à tous. Au nom de Hervé Barbaret, le directeur du Mobilier National, je vous souhaite la bienvenue pour cette reprise des rencontres des Gobelins, avec la reprise sur le thème Luxe, style et volupté, tout un programme en cette fraîcheur. Ce programme aujourd'hui est dédié un petit peu à l'exposition, à la très belle exposition, aux doubles expositions qui ont lieu à la Galerie des Gobelins, une autour du bivouac de Napoléon fait par Johann Lesage et l'autre autour de l'Esprit et la main fait par Christiane Naffa, ici présente. Donc j'espère que vous l'avez déjà vue, sinon vous devez y aller puisqu'elle ferme le 13 décembre. Nous avons souhaité faire un certain nombre d'activités autour, et donc il y a ce soir cette rencontre qui mélange public et privé, tente de Napoléon et Louis Vuitton. Et nous organiserons aussi le 3 décembre avec Johann et Christophe Bayeler une journée d'études autour du bivouac de Napoléon, dont vous avez des programmes à la sortie. Voilà, je cède la parole tout de suite au président de séance, et vous connaissez la formule, les questions, et nous nous retrouvons à la fin avec un verre. Voilà, bonne soirée, merci à tous. Bonsoir. Oh. Merci. Non, ça permet de tous se réveiller au même moment. Donc, on va donc commencer cette séance intitulée « Voyager avec style, le confort du déplacement » avec quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque Johann Lesage a été présente sur d'autres programmations. Johann Lesage est conservatrice du patrimoine. Elle a d'abord exercé ses fonctions au sein de l'inventaire général du patrimoine culturel et a intégré le Mobilier National, l'équipe du Mobilier National en décembre 2010, où elle a assuré le suivi des biens culturels déposés au sein des services et résidences présidentielles et du Premier ministre. En juillet 2015, elle a rejoint le château de Fontainebleau et mène depuis plusieurs années donc un travail de recherche sur les collections de Caroline Murat. Elle est actuellement commissaire de 2 expositions qui se tiennent donc ici, à la Galerie nationale des Gobelins, comme l'indiquait Marc Bayard. L'esprit et la main, héritage et savoir-faire des ateliers du Mobilier National, et le garde-meuble en voyage, luxe et ingéniosité du bivouac de Napoléon. Elles se tiennent actuellement et jusqu'au 13 décembre, et elles auront évidemment l'honneur de votre visite. Merci beaucoup, Johann Lesage. Merci. Déjà, je voudrais remercier Marc Bayard de m'avoir invité, et puis bien sûr les organisateurs et les décideurs des choix justement des intervenants, de pouvoir parler ce soir de cette exposition et puis plus largement du bivouac de Napoléon. Je vais commencer dès à présent à signifier bien sûr que l'esprit et la main, héritage et savoir-faire du Mobilier National, a été faite aussi sous un commissariat général de Christiane Nafabel, directrice des collections au Mobilier National, et que sur le garde-meuble en voyage, luxe et ingéniosité du bivouac de Napoléon, j'ai également travaillé avec quelqu'un, un étudiant, Justin Beaugrand-Fortunel, qu'il fallait citer, et la scénographie a été faite par Jérôme Dumoux, et le suivi bien sûr par toute l'équipe du Mobilier National. Surtout pour celles qui concernent l'esprit et la main, puisque vous aurez la chance, si vous n'êtes pas encore allé à la Galerie des Gobelins, de pouvoir rencontrer les ateliers et surtout les personnes, tous ces artisans, ces maîtres d'art, si je puis dire, chefs de travaux d'art et techniciens d'art qui travaillent au quotidien dans les ateliers et qui touchent chaque jour ces objets si précieux du Mobilier National. Donc l'exposition, c'est un cadre bien sûr pour intervenir, mais j'expliquerai plus largement le bivouac de Napoléon dans ce cadre de luxe et de volupté dont parlait Marc. Donc vous avez ici une image de l'exposition actuelle. Pour rappeler un peu le contexte, c'est d'abord un premier chantier de collection qui est toujours en cours, puisqu'il n'a pas fait toutes les étapes qu'un chantier de collection doit faire pour être complet, qui a permis de travailler au mieux sur une collection qui était totalement méconnue au Mobilier National, puisqu'il était
comme on le voit sur la photo en haut à droite et celle de gauche, un petit peu abandonnée puisque n'étant plus utilisée et improprement appelée collection de campagne de Napoléon, sachant qu'avec toutes les découvertes qui ont pu être faites, on s'est rendu compte qu'une dizaine d'objets seulement est de Napoléon et que tout le reste est finalement plus du courant du 19e siècle, quelques éléments du 20e siècle et aussi du 18e siècle. Donc c'est un chantier qui a commencé en 2012 et qui se poursuit encore aujourd'hui. Essentiellement aussi, il faut préciser que le travail est mené aussi dans le cadre d'une thèse de doctorat par Justin Beaugrand-Fortunel, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc l'art du camping, on ne parlait pas encore de camping sous Napoléon, mais c'est une manière de préciser que les déplacements de Napoléon vont être très vite organisés pour être fait au mieux et surtout selon l'étiquette impériale. Alors pour donner juste quelques chiffres pour avoir une idée, entre 1806 et 1814, on sait que ce sont plus de 1100 objets qui vont être livrés pour les campagnes napoléoniennes pour plus de 150 à 160 000 francs. Dans ces 1100 objets, on retire les piquets puisque une seule livraison de piquets de tente en 1809 compte déjà 600 piquets. Donc ces 1100 objets ne comprennent pas les piquets. On sait qu'à chaque départ en campagne, Napoléon va commander bien sûr. Alors le mobilier de campagne de Napoléon servira pour les campagnes militaires, mais également pour les voyages. Pour donner aussi un cadre, tout ce mobilier est bien sûr fourni par des artisans, et donc c'est là où, ce dont on va parler aujourd'hui. Ce sont tous ces artisans, célèbres ou inconnus, puisqu'on a autant Jacob Desmalter, le grand ébéniste, ou Biennet, l'orfèvre, que des manufacturiers en couverture ou des lingères moins célèbres. Grâce au travail de Justin, on a pu compter 31 artisans qui recoupent 22 corps de métier. Alors j'en cite quelques-uns: les ébénistes, les fabricants de portefeuilles, les couverturiers, lingères, marchands de fer en meubles, orfèvres, serruriers. On a aussi les layetiers emballeurs, bourreliers, enfin un nombre de métiers très différents qui touchent autant des grandes structures, puisque quand on est sur une manufacture de couverture, on a jusqu'à 300 ou 400 ouvriers, à des toutes petites structures, puisque la lingère, le chevalier, travaillait toute seule. Une structure dont on va parler, du moins une société de l'époque dont on va parler, c'est la personne qui s'appelle De Souche, qui est le fournisseur du lit de l'empereur, qui, elle, emploie à peu près une dizaine de personnes. Mais c'est un très bon exemple pour comprendre également que tous ces artisans travaillaient ensemble, si je puis dire, puisqu'on a un système à la fois de travail concomitant. Chez Jacob Desmalter, on a autant des doreurs que des ébénistes propres, que sinon aussi une habitude de sous-traitance, parce qu'on parle toujours de sous-traitance aujourd'hui, mais on sait que dès le début du 19e siècle, c'est une pratique très courante, puisque quand De Souche fournit un lit, il fournit également toute la literie qui va avec, et la literie n'est pas fournie par un serrurier. Donc, tout ceci pour donner juste un contexte. On va rentrer bien sûr dans le vif des commandes. Vous avez à gauche le campement de Napoléon et à droite un campement qu'on a longtemps appelé, et d'ailleurs il a été longtemps publié, comme étant le campement de Napoléon. On sait aujourd'hui que la plupart des objets qui sont présents sur l'image de droite, en fait, sont des objets qui ont été produits pour les fils de Louis-Philippe et les conquêtes de l'Algérie, enfin la conquête de l'Algérie. Donc l'exposition autour du bivouac de l'empereur permet de rappeler un des propos de Napoléon qui va être, je le cite, en 1806, il écrit au garde-meuble et il dit: « Dans la journée de demain, préparez mes fourgons, je désire qu'il y en ait un qui porte une tente avec un lit de fer, je désire que la tente soit solide et que ce ne soit pas une tente d'opéra. » Ça va être la volonté de Napoléon toujours d'avoir un équipement mobile, puisque dès la fin du XVIIIe siècle, dès les campagnes en Italie et puis progressivement les premières conquêtes impériales, il va bien sûr être pris en charge par le service militaire. Il va bénéficier, comme ses prédécesseurs, de tentes, mais qui étaient gérées par les militaires. Napoléon va demander à avoir un équipement qui lui est propre et qui va être bien sûr géré par le garde-meuble. À partir de 1808, il bénéficiera d'un vrai service. À droite, un tableau de Reune, qui est le bivouac à Wagram,
En 1809, vous voyez que Napoléon était bien sûr capable de dormir aussi sur une petite chaise. Il aura différentes manières de bivouaquer en berline ou dans ses tentes, mais on voit aussi l'intérêt d'avoir ce service qui va le suivre où qu'il aille, et une fois qu'il sera constitué, ce service compte tout de même déjà 48 voitures uniquement pour lui, jusqu'à 436 chevaux le suivent. Dans ces voitures, on compte le service de la chambre, le service du trésor. Il va aussi demander au garde-meuble de toujours faire au plus pratique et au moins cher. Du moins, c'est ce qu'il va demander à De Mazy, qui est intendant du garde-meuble. Il écrit également, je reprends les propos de Napoléon puisqu'il allait jusque dans les moindres détails et il commandait lui-même. Il dit « Mon intention est que ma tente soit toujours contenue dans un seul fourgon. C'est en cela que consiste l'art du garde-meuble. » Donc on voit la dextérité du garde-meuble telle qu'elle existe toujours au mobilier national, être capable de servir au mieux et de la meilleure qualité qui soit. Et il rajoute « Dépensez le double s'il faut, mais faites une chose commode, forte et légère. » Cela va être toujours la volonté de Napoléon. Alors, le voyage de Napoléon, avant même d'aller au bivouac, il faut se rendre sur ce bivouac et on peut aussi bivouaquer dans la berline. Vous avez ici la berline de Napoléon qui est conservée à la Malmaison, dite berline en landau. On sait que 3 du même modèle ont été livrés par un spécialiste qui s'appelait Getting en 1812, 1813 et 1815. Celle-ci devrait dater de 1812 et aurait coûté 10 000 francs. Ce qui est intéressant à savoir, on a à droite aussi un tableau qui était dans l'exposition jusque récemment, qui présente aussi cette berline. Quand on regarde bien la berline que l'on a ici, sur la gauche, on voit qu'elle pouvait être totalement décapotable, c'est-à-dire que la partie vitrée pouvait descendre et on ouvrait de chaque côté, ce qui fait que l'empereur pouvait être totalement à découvert ou totalement à couvert. Et l'intérêt également, on le voit dans ce tableau presque humoristique de Napoléon au soir du 18 juin, qui est un tableau anglais de la fin du 19e, donc avec toute l'image que les Anglais peuvent ajouter dans ce cadre, puisqu'on est le soir de Waterloo. On savait qu'à l'intérieur de cette berline se trouvait la possibilité de déplier un lit, une écritoire, des emplacements pour mettre les nécessaires, une bibliothèque, la cantine à boissons, un éclairage par réflexion qu'on voit à droite, enfin évoqué à droite, c'est-à-dire que la lumière arrière était aussi possible d'être à l'intérieur, et des volets coulissants. Donc on a cette volonté d'avoir un bivouac un voyage au plus confortable. Il ne faut pas imaginer Napoléon toujours sur son cheval parcourant la campagne, mais il était souvent justement dans cette berline pour pouvoir continuer à travailler dans les déplacements. À droite, une écritoire qui montre qu'en toutes circonstances, bien sûr, l'empereur va continuer de travailler. Alors, avant de plonger vraiment dans les objets relatifs à Napoléon, je voulais aussi rappeler que le bivouac, du moins le lien à cette innovation, va aussi se faire par rapport à la stratégie. Donc là, on n'a que quelques éléments. Pour essayer de donner un contexte, vous avez en haut à gauche une poche qu'on appelle poche porte-documents du XVe siècle et en bas un portefeuille tel que l'a connu Napoléon pour montrer cette idée de toujours avoir à transporter les documents. Ce que Napoléon va vraiment institutionnaliser et son invention, enfin du moins va être le travail des postes et des postes liés au portefeuille pour pouvoir amener au plus rapide tous les éléments qu'il faut pour pouvoir continuer à diriger l'Empire tout en étant très éloigné. Alors, on a également à droite, et c'est là où on a des objets parfois amusants en termes d'innovation, c'est ce qu'on appelle la caissette de classement du renseignement qui est fournie par Biennet. Biennet va être un grand orfèvre qui va fournir tous les ensembles de Napoléon pour le service de table ou autre, mais il va aussi fournir cette caissette du renseignement qui est un objet assez atypique et qui montre aussi cette volonté de partir avec le plus pratique et le plus stratégique, puisque vous avez là, c'est un élément qui a été fait spécifiquement
pour une campagne en Autriche et qui servait à faire un peu un jeu de toucher-couler ou comme on joue aux batailles navales, de déplacer les petits cartons de couleurs pour arriver à savoir où se trouvait le régiment et puis adverse et les régiments qu'on possédait pour arriver à déplacer ces pions, si je puis dire, au fort de la bataille, voire prévoir toute la stratégie dès la veille. Alors, je m'arrête quelque temps pour parler des artisans qui vont fournir Napoléon, en parlant entre autres de Biennet et de ce rapport aussi à l'armée. L'armée, comme les palais de Napoléon, comme le garde-meuble, vont être des grands moteurs de cette industrie, entre guillemets, puisqu'on est encore sur de l'artisanat, mais cette industrie du luxe parisienne. On sait que Napoléon, pour les palais, va relancer la soierie lyonnaise, va, pour l'armée, motiver un certain nombre d'industries également. Et donc, c'est ces commandes-là qui vont être un vrai moteur économique à l'époque. Et si il est important pour les artisans d'être présents pour le garde-meuble, de fournir le garde-meuble, c'est une étiquette très importante, y compris, surtout pour des fournisseurs les moins connus, mais Biennet inscrivait dans son nom même fournisseur de Sa Majesté l'Empereur et Roi. C'était son image de marque. Et les en-têtes de courrier le montrent bien. Mais c'est une contrepartie. Fournir le garde-meuble, c'est une pression vis-à-vis des délais, puisqu'il faut fournir au plus vite. Beaucoup d'artisans vont inscrire dans les factures des indemnités pour bougies ou travaux de nuit. On a par exemple Poussin, quand il fournit une tente, il met son prix et il met « faites sans quitter le jour et la nuit », attendu aussi le peu de temps accordé. C'est-à-dire qu'ils vont savoir facturer le travail de nuit. Il y a également la pression du prix, puisque quand on regarde toutes les factures pour le bivouac de Napoléon, on se rend compte que 50% des factures sont revues à la baisse et renvoyées par le garde-meuble au fournisseur pour faire baisser le prix. De Mazy écrit même à Napoléon en 1807 « Toutes les opérations qui me sont confiées ont pour seul but l'économie et premier but l'économie ». Donc il va avoir ce souci constant, tout en gardant bien sûr un niveau propre à l'empereur et le niveau qu'il faut, à faire une économie. Et dans ces 50% de factures réduites, on va jusqu'à 20% de baisse. Donc ça peut être assez énorme. Et on se rend compte, en regardant très précisément les factures, que les matières premières vont être parfois la manière de récupérer un petit peu d'argent. C'est-à-dire qu'on va facturer plus de matières premières qu'utilisées, puisque de Mazy n'était pas au fait, bien sûr, du nombre de métrages qu'il fallait, par exemple, pour faire des drapeaux ou un lit, mais un tapissier savait très bien qu'en mettant 10 mètres de plus, il allait pouvoir récupérer un petit peu d'argent. Alors, tout ce travail sur les artisans permet aussi de parler des éléments, de ce qui est fourni. On parle des objets, bien sûr, mais il faut parler aussi des emballages, puisque très tôt, on va penser à ces fameux contenants-contenus. Et heureusement, au Mobilier National, l'ensemble des objets qui étaient dans le fond du mobilier de campagne étaient souvent encore conservés dans les étuis d'origine et rangés dans les étuis d'origine, comme si le jour où on était rentré de la campagne, on les avait laissés ainsi. Donc on voit toujours, pour montrer qu'on s'inscrit dans la tradition, avant de parler même d'innovation, vous avez aussi en haut des éléments du Moyen-Âge, un peigne et son étui qui sont au Bargello de Florence, qui sont du XVe siècle, et un coffre de voyage qui, lui, vient de France. Alors, les coffres, les étuis vont exister aussi pendant la Révolution, et pendant l'Empire, pardon, et entre autres, on ne va pas parler de valises, on va parler de vaches ou de porte-manteaux à cette époque. Donc un porte-manteau, ce n'est pas quelque chose qu'on déplace pour porter son manteau, mais c'est bien une valise. Et cette idée de l'étui n'accompagne pas forcément uniquement le bivouac. Vous avez en bas deux éléments. Un qui est fourni pour le service des palais, c'est le service particulier de l'empereur, fourni par Sèvres, avec, ce sont les assiettes à dessert, avec l'emballage de l'assiette à dessert. Et puis vous avez à droite un verre qui était fourni dans le cadre de la campagne de Russie. Ces deux éléments appartiennent à la Fondation Napoléon, qui est partenaire de l'exposition du bivouac. J'ai oublié de les citer. Partenaire également, le Palais Fèche, musée des Beaux-Arts d'Ajaccio.
Donc, qu'on parle de mouvement de palais en palais, puisqu'on va parler du bivouac, où on se déplaçait de lieu en lieu. Déjà, Napoléon avait l'habitude de changer de palais, et on avait l'habitude de ranger, déranger, re-ranger, déplacer les éléments. Donc, l'idée d'un déplacement des objets n'est pas uniquement liée au voyage de l'empereur. On va comparer justement deux éléments, un fourni pour les palais. Vous avez ici une malle de lampe bouillotte qui pouvait contenir 2 malles. Vous voyez sur la malle un tout petit élément qui est en fait la marque du fabricant, qui est Biennet, encore une fois. Et ces lampes ont été fournies en 1812 pour Saint-Cloud. Ce qui est intéressant de revoir aussi, c'est la pérennité des objets. Vous avez à droite la lampe une fois montée. Ce sont cet ensemble de lampes dont vous voyez le petit fil électrique en bas. Et ces lampes ont été électrifiées. 4 d'entre elles sont actuellement sur le bureau du président de la République et éclairent son travail au quotidien. Ce qu'il est intéressant également de voir, c'est que si la partie basse est bien empire, la partie supérieure est habillée de fleurs de lys puisqu'elle a été récupérée sous la Restauration. Un autre élément de lui, pour montrer comment Napoléon voulait exactement les mêmes objets, vous avez ici une malle pour lampe bouillotte de 1812, fournie donc au même moment que la précédente par Thomire, un autre bronzier, celui qui fournira toujours pour les voyages un ensemble de 2 lampes. Là, on en voit une dans la malle et une montée. Et ces lampes étaient faites pour partir en campagne. Donc Napoléon les avait sur sa table de travail. L'innovation ici va être les petits éléments de fer que vous voyez dans la malle, qui sont des systèmes qui se mettent sur les binets, l'élément pour mettre la bougie. Et à l'intérieur se trouve un ressort qui permet de monter. En fait, la bougie monte toute seule pour que Napoléon n'ait pas à bouger l'abat-jour, mais que la lampe soit toujours à la bonne hauteur. Alors, d'autres éléments pour montrer aussi ce que Napoléon va connaître. Vous avez à gauche une table livrée par Jacob Desmalter, l'ébéniste qui va fournir tous les éléments du mobilier de Napoléon, qui possédait son étui que nous n'avons plus. Bien sûr, la table est pliante. Ce qui est intéressant de montrer, ce sont les petits pieds qui sont en bas en forme d'enclume qui permettent à la lampe d'être à la fois gracile et très stable. Et à droite, vous avez une table plus tardive, mais qui reprend cet même effet gracile, qui vont être livrés par Louis-Philippe, également par un ébéniste du garde-meuble. Alors, dans quel élément s'inscrit le bivouac ? Le bivouac va s'inscrire dans l'idée d'une ingéniosité et de ce qu'on appelle les meubles à mécanisme. Depuis, là je n'ai mis qu'un exemple contemporain, mais on peut parler du bureau de Louis XIV qui est à Versailles et avec tous ces mécanismes. Cette idée du meuble à mécanisme, c'est déjà quelque chose de très présent avec tout ce qui peut être secret, et le bivouac va développer encore plus ces idées de mécanisme et d'éléments pratiques, petits, cachés, au plus simple, si je puis dire, mais qui permet un travail ou une vie plus agréable. On sait que Napoléon, par exemple, avait des bureaux dits mécaniques ou bureaux chemin de fer, ces grands bureaux qu'on voit encore souvent, dont on en voit un à la Malmaison, on en voit un à Fontainebleau, ces bureaux qui permettaient de se refermer en 1 seconde avec un système où on pouvait cacher les papiers dès que quelqu'un rentrait dans la pièce. Là, vous avez à gauche un bureau, le bureau d'Élisa Bonaparte. C'est cette idée du meuble qui se plie et se déplie qui peut être transporté, même si on sait que le bureau d'Élisa n'a pas tant voyagé que ça. Par contre, vous avez à droite, pour montrer ce souci de ces éléments qu'on plie et déplie, le bureau de voyage de Napoléon, lui fourni par Jacob Desmalter, qui aurait été laissé par Napoléon à Schönbrunn, et c'est comme ceci qu'on sait qu'il date d'avant 1809. Il est actuellement conservé au musée de l'Armée. Ce qui est intéressant, c'est que cet élément-là se replie et qu'on a en fait une petite caisse, et il y a surtout un certain nombre de tiroirs et de cachettes à l'intérieur qui permettaient de ranger différents éléments. Alors, on s'inscrit dans les meubles à mécanisme, on s'inscrit dans l'habitude des étuis, mais on s'inscrit aussi dans l'habitude d'une étiquette et d'une vie de cour. Vous avez ici des éléments pour montrer l'habitude, ou du moins l'ancienneté de certaines pratiques du voyage qui se fixe et qui va à nouveau reprendre sa mobilité. Je m'explique. Vous avez à gauche une chaise pliante, un tabouret pliant qui est au Metropolitan Museum de New York et qui date de 2000 avant Jésus-Christ, qui viendrait
d'Égypte. Cette idée déjà du siège qu'on plie et qu'on déplie dès l'Antiquité. Et puis vous avez à droite ce qu'on va appeler les ployants. Vous voyez la chambre de Louis XIV à Versailles, vous avez un fauteuil, mais à côté, vous avez des tabourets, puisque dans l'étiquette de cour, on va avoir cette habitude du ployant qui, au final, va devenir fixe, puisque dans les palais, ils ne se plieront plus, mais on appellera ça toujours ployant. Vous avez à gauche, à l'époque Empire, la salle du trône de Fontainebleau, avec ces mêmes ployants qui ne se plient plus, et à droite, les ployants de campagne de Napoléon, puisque cet élément à droite, fourni par Jacob Desmalter, va servir dans l'étiquette impériale installée par Napoléon. Quand vous regardez la salle du trône, il n'y a qu'un fauteuil, celui de Napoléon. À la rigueur, on pourrait avoir un autre, celui de l'impératrice, dans les pièces où on reçoit. On sait qu'après, toutes les autres personnes vont s'installer sur les ployants. Les seules, à la rigueur, à avoir droit à des chaises vont être les princesses impériales. Donc Napoléon va emmener en campagne ces ployants-là pour installer toute personne qui vient le voir. Les ployants vont continuer, puisque vous avez ici, je fais toujours le lien avec ce qu'il y a après, et c'est fils de Louis-Philippe, qui est en pleine campagne de conquête de l'Algérie, emmèneront des ployants qui vont garder encore ce même modèle et qui serviront à installer, bien sûr, les personnes qui viendront les voir sous la tente, et puis ce modèle qui perdure jusqu'au XXe siècle, pour faire un clin d'œil sur tous ces modèles qui, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, sont toujours présents et utilisés de différentes manières. Alors, l'idée du fauteuil, l'idée du fauteuil, c'est déplacer le trône. Et donc Napoléon va partir en campagne, bien qu'on l'ait cru pendant des années, sans chaise, mais uniquement avec les ployants dont j'ai parlé, et le fauteuil que vous avez à droite, qui est fourni par Jacob Desmalter, comme le ployant et la table. À gauche, le trône de Dagobert, qui est un objet complètement atypique, qui est conservé à la Bibliothèque nationale, qui fait partie du trésor de Saint-Denis, et qui était, soi-disant, on a du mal à comprendre exactement son origine et sa date exacte. On l'appelle le trône de Dagobert. On pense qu'il serait du 7e siècle, donc pas de Dagobert. Mais il est surtout il est pliable. Et c'est en cela qu'il est intéressant, cette idée de déplacer le trône, comme Napoléon va déplacer son fauteuil et sera le seul en campagne à s'installer en fauteuil. La chaise va être un élément, elle, du plein air. Vous avez à droite un élément qui est conservé au musée des arts décoratifs du XVIIIe siècle et qui est une chaise pliante et qui rappelle qu'on va aussi commencer à sortir en plein air et à trouver les moyens d'aller en plein air. À gauche, l'encyclopédie Panckoucke, qui est une encyclopédie entre guillemets concurrente de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, dont le volume de Roland de la Platière sur les manufactures et les arts, j'en montrerai d'autres planches tout à l'heure, montre le travail du tapissier. Vous avez en bas à droite une chaise pliante du même modèle que celle qui est juste à côté. Alors les chaises qui vont accompagner Napoléon, il en existe, mais j'ai dit qu'elles ne partaient pas en bivouac, elles vont partir pour les chasses. Vous avez à gauche des chaises, elles aussi fournies par Jacob Desmalter, pour les chasses. On sait par exemple qu'au garde-meuble, il y en avait à peu près 24, du moins 24 étaient réparés en 1810. On sait qu'en 1817, il en reste 22. Aujourd'hui, une douzaine sont encore conservées au Mobilier National. Elles portent pour la plupart les marques des Tuileries. Ce qu'il est intéressant de montrer, c'est la proximité avec des chaises qui servaient en intérieur, qui sont ces chaises grilles qu'on trouve encore dans énormément d'institutions, du moins de palais, et surtout qu'on trouve encore même en salle des ventes, qui sont ces chaises qui servaient lors des déjeuners, lors des bals, ces chaises qui servaient à tout moment de loisir. Et on voit que Jacob Desmalter, qui fournit les chaises que vous avez à droite et qui fournit les chaises que vous avez à gauche, va pour l'extérieur à gauche et l'intérieur à droite utiliser après les mêmes modèles avec ces dossiers dits grilles. Alors, après, pour bouger un peu les limites, on se rend compte qu'à droite, on va avoir un général. Alors, ce sont aussi pour faire des ponts sur des éléments actuels. Un siège de général qui est conservé au musée de l'armée, qui correspond à la guerre 14-18, où ce général avait droit à une chaise. Donc, finalement, on va avoir différents modèles qui vont perdurer, et puis l'étiquette impériale qui n'existe plus, mais d'autres systèmes qui existent. Et à gauche, un objet complètement atypique qui a été vendu en salle des ventes il y a quelques années et qui est dit comme étant un siège de campagne de général et qui pouvait se transformer en lit. Alors, on n'a pas d'éléments sur ce siège très précis, mais c'était un clin d'œil pour montrer que, soi-disant, Napoléon était le seul à avoir des fauteuils et finalement,
apparemment, les généraux de l'époque avaient même des objets encore plus sophistiqués. Mais bien sûr, à prendre avec des pincettes, puisqu'on a peu de documentation sur ces objets. Donc, l'élément central pour Napoléon, du moins pour son bivouac, va être la tente. Ce qu'on sait des tentes, c'est que ce sont des maisons, comme disait Christophe du Pavillon, qui a écrit un très bel ouvrage sur les tentes et les chapiteaux, qui est à peu près le seul ouvrage qui existe d'un historien sur les tentes. Il écrit que la tente est une architecture réduite à l'essentiel. C'est exactement ça. Un mât, un textile et puis une tension, et on est à l'abri. Donc, les chefs d'État, au cours des siècles, vont l'utiliser, et les peuples nomades en particulier, mais pas seulement, comme un élément aussi de pouvoir. Alors je n'ai pas pu m'empêcher de mettre une représentation du camp du Drap d'Or, puisque dès qu'on parle de tente et de magnificence des chefs d'État, on pense à ce camp du Drap d'Or qui en 1520 voit la rencontre de François Ier d'Henri VIII, et où on sait que l'enjeu est d'arriver à ce que chacun, montrant son pouvoir, ait la main sur l'autre, si je puis dire, et arrive à un accord qu'ils n'auront finalement pas. Mais on sait par les descriptions que ces tentes étaient en velours, en tendu d'or, brodé d'or, enfin que c'était une magnificence extraordinaire. La tente va être, au-delà de ça, carrément un élément important en termes d'image. Quand on regarde en bas une représentation de la salle du conseil de la Malmaison, on se rend compte à quel endroit Napoléon décidait dès 1800 de faire se rencontrer les ministres. On est sous le consulat, mais dès cette époque, on sait que le pouvoir militaire est le pouvoir le plus fort, et que ce modèle de tente va être une manière d'instaurer le pouvoir, et que la tente est aussi l'image même du pouvoir. En haut, une image du sacre de Napoléon, où la tente servait à accueillir les invités. Alors, on sait que pour Napoléon, au garde-meuble restait sous la Révolution plus d'une centaine de tentes. Il va utiliser ces tentes du garde-meuble. Il va progressivement demander à avoir des tentes propres, puisque les tentes du garde-meuble étaient le plus souvent des tentes pour les menus plaisirs, les fameuses tentes d'opéra qu'il ne voudra plus. Ces tentes faites pour les fêtes. Et progressivement, il va commander les tentes. La première vraie commande va être en 1808, et on sait que 17 tentes vont être commandées entre 1808 et 1814. Il en restera 13 après l'Empire. Aujourd'hui, 3 sont encore consignés dans les inventaires, dont aucune trace encore n'a été retrouvée au Mobilier National, mais comme toutes les tentes sont en cours d'étude, il y a bon espoir pour que l'une d'entre elles réapparaisse. Alors, Napoléon s'inscrit aussi dans la tradition militaire. Vous avez à gauche une image de Van der Meulen, donc au XVIIe siècle, qui fait une représentation de l'armée de Louis XIV, une petite tente carrée avec un petit bonhomme en dessous. Elle est rayée bleue avec ce tissu qu'on appelle un coutil, qui est le tissu fort, du moins le tissu qui sert pour les matelas. Et à droite, la représentation du bivouac de l'empereur pendant la campagne de Russie par Baghetti. C'est un dessin à la plume qui est conservé à Versailles, qui est présent dans l'exposition du bivouac. Là, vous avez un détail, et on voit bien sûr la même tente carrée. Donc Napoléon n'a pas inventé un nouveau modèle de tente, il a repris un ancien modèle. Pour ce qui est de la tente carrée. Il va aussi avoir des tentes ovales. Et quand vous regardez à gauche, vous avez les fameuses planches des tapissiers dont je parlais tout à l'heure, de l'encyclopédie Panckoucke de Roland de la Platière, où on voit une tente prévue pour un général. Cette tente en extérieur en couturier. À l'intérieur, on voit en dessous qu'elle est doublée de tissu à fleurs, avec une partie pour la nuit à gauche, une partie pour le jour à droite. Et vous regardez la tente qui est présente dans l'exposition, qui n'a pas connu Napoléon, mais qui correspond totalement à la commande de 1808 pour Napoléon. Extérieur en tissu rayé, intérieur en tissu à fleurs, une partie jour, une partie nuit. Donc Napoléon va reprendre aussi les tentes des généraux. Ce que Napoléon va vraiment inventer, et là où il va insister, et ce qu'il va demander très précisément, vous avez à gauche une lettre de Duroc, grand maréchal du palais, qui va écrire au garde-meuble afin de créer un appartement tissé. C'est ce que Napoléon va vraiment inventer. On voit très bien les 3 tentes qui lui sont dévolues, et à droite la tente d'officier. Les 3 tentes, une antichambre, un salon, une chambre à coucher. L'antichambre, bien sûr, pour recevoir. Le salon est la pièce maîtresse, c'est le cabinet de travail, et la chambre à coucher,
le seul endroit privé. On ira jusqu'à 4 tentes pour avoir un cabinet de toilette. On reprend, selon l'étiquette impériale, l'appartement intérieur de l'empereur décrit dans l'étiquette impériale publiée en 1806. Vous avez, ce qui est intéressant quand on parle des artisans, vous avez donc ce dessin à gauche de demande du garde-meuble du 28 mars 1809 et vous avez à droite l'installation de Napoléon au camp près du château d'Ebesberg par Mongin le 4 mai 1809. Donc nous sommes à un peu plus d'un mois d'écart. Il est déjà très loin en Allemagne et il a déjà ses 3 tentes et sa 4e pour les officiers. On imagine à quelle vitesse le tapissier a dû travailler pour arriver à fournir des tentes en très peu de temps. On sait par exemple sur certaines commandes qu'une commande elle pouvait être faite le 7 du mois, validée le 9 par les services, initiée vers le 11 et livrée dès le 15. Ce qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Les tentes avaient le droit à un petit délai, mais c'est à peu près les seuls objets. Alors là aussi, où Napoléon va non pas inventer, mais développer une idée assez particulière, c'est la création d'une chambre spécifique portative. Il demande une chambre susceptible d'être portée pour les voyages, comme il était d'usage autrefois et comme cela a eu lieu lors de l'arrivée en France de Sa Majesté l'impératrice. On reprend cette idée d'Ancien Régime d'avoir, et même de temps anciens, où on transportait tous les meubles qui servaient à s'installer. Vous avez ici ce rapport fait par le garde-meuble sur la manière rapport fait à l'empereur des différentes propositions qu'on peut lui faire pour sa chambre portative avec les différents coûts que cela implique. Ça va de 153 000 € pour 2 chambres à 62 000 €. Ces chambres comprennent bien sûr tout ce qui est lié à la toilette, chaise percée, bidet, le lit et puis des tentures. Alors le plus cher, ce sont en tenture, en tapisserie des Gobelins et tous les vases de nuit en vermeil, et le moins cher, c'est uniquement en soie et en porcelaine. On sait que finalement, cette chambre ne sera pas réalisée, mais il est intéressant de voir jusqu'où Napoléon va pousser son idée du transport constant et d'avoir tous les éléments. On sait par exemple que quand Napoléon même s'installait dans un palais autre, du moins lorsqu'il était en campagne, on racontait, ça fait partie de l'histoire qui accompagne l'empereur, qu'il jetait par la fenêtre tous les meubles pour y installer les siens. Ce qui est sûr, sans doute, on ne jetait pas les meubles, mais ce qui est certain, c'est que Napoléon va demander à ce qu'on réinstalle 3 pièces dans ce palais avec uniquement ces meubles, et Napoléon dort toujours dans son lit, il ne dormira pas dans le lit d'un autre. Alors, des éléments pour parler du luxe, puisque jusqu'à maintenant on était dans les tentes, le voyage, donc on était presque plus dans le froid et la boue. On va un petit peu aller dans le luxe et la toilette pour montrer aussi les petits objets que peut emporter Napoléon. Il n'y a que celui de droite que Napoléon a emmené, le nécessaire au matin d'Austerlitz, enfin dit du matin d'Austerlitz puisqu'il a été donné à Sainte-Hélène à la case qui accompagnait Napoléon. Par Napoléon, il l'aurait utilisé le matin d'Austerlitz. Il faut savoir que le grand nécessaire qui est à Carnavalet, qui lui compte 110 pièces, donc c'est le même type d'objet, mais à beaucoup plus grande échelle, et aurait aussi servi à Austerlitz. Donc il avait sans doute 2 nécessaires. Alors vous avez le petit nécessaire, on voit au premier plan la brosse à dents de l'empereur, son blaireau. Le nécessaire, c'est un petit peu, ce que je dis souvent en visite guidée, un mélange entre le couteau suisse et la trousse de toilette. C'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut pour la toilette, pour manger un peu sur le pouce, et puis vous avez aussi des petits éléments qui servent souvent pour le travail. À gauche, un nécessaire du duc de Dalmatie qui montre que toute une classe sociale va s'aligner sur l'empereur, et ce nécessaire qui est une idée, c'est un objet qui commence dès le XVIIIe siècle à se développer. Marie-Antoinette avait des nécessaires, dont un qui est aux objets d'art au Louvre, qui est très beau, va être aussi l'image de cette classe sociale en mouvement. Il faut imaginer que toute la noblesse d'Empire, du moins une grande partie, ce sont des généraux, donc ce sont des gens qui ont l'habitude de bouger et de voyager. Et donc ça va aussi motiver toute une industrie du luxe derrière pour fournir toute cette noblesse et cette classe sociale. Alors, un objet atypique pour montrer jusqu'où le luxe peut aller uniquement pour l'empereur, du moins
pour l'empereur, son bidet qui est exposé dans l'exposition. Donc là, il est montré presque rangé puisque le clistère n'est pas sorti. Le bidet, c'est la pièce bien, on va dire, l'élément typiquement français, à la rigueur souvent italien, puisqu'en Italie, on a encore des bidets, mais que les anglo-saxons ont du mal à connaître. C'est cet objet qui sert à se nettoyer les parties intimes et qui était très courant en France et que Napoléon souhaitait emporter. Il avait toujours un bidet et une chaise percée avec lui, où qu'il soit. Et donc ce bidet, dont on n'a plus la cuvette en vermeil qui servait à s'installer, mais dont il y a, ni le couvercle, mais dont il y a encore le clister qui servait à se nettoyer jusqu'à l'intérieur du corps et à se faire des lavements. Et donc Napoléon partait avec tout cela. On sait qu'il avait un souci particulier de l'hygiène. On a souvent dit qu'il trouvait le moyen de faire des bains, même pendant les campagnes. Alors, des documents d'archives, pour rappeler un peu les manières et les moyens de comprendre comment tout ceci est connu. Tous ces objets-là, on a pu du moins les documenter, entre autres avec Justin, grâce aux archives et surtout grâce à l'étude des objets en tant que tels et avec tout l'apport des ateliers du Mobilier National qui ont permis de comprendre aussi ces objets. J'en parlerai pour le lit. Vous avez à gauche un projet de devis de dépenses pour les campagnes. On avait une seule facture en 1812 qui regroupait tous les éléments qui vont partir en campagne avec Napoléon. On sait que le garde-meuble gérait tente, lit, fauteuil, tabouret, chaise percée et puis à la rigueur quelques éléments de toilette, mais le reste était géré par d'autres services. Pour 1812, on est quand même sur une dépense de 50 000 francs, on a un fonds prévu de 50 000 francs, mais de Mazy va faire baisser les factures pour arriver à 49 852 francs. Donc il va rentrer dans ses sous. L'État n'a pas toujours vécu au-dessus de ses moyens, du moins pas tous les services. Vous avez à droite, pour comprendre aussi toute l'ampleur de ce transport, un document fait par un transporteur de l'époque qui a dû transporter le service léger de l'empereur. Le service léger, c'est le service qu'on emmène. Il avait un service normal avec des tentes ovales et rondes, mais il avait un service léger avec des tentes carrées, celle qu'on a vue tout à l'heure représentée sur un dessin de Versailles. Et on sait que ce service léger, grâce à ce document, pesait, on le voit au milieu du document, 882 kilos. Donc on imagine ce que veut dire le transport de l'empereur entre ces 48 voitures et ces 882 kilos de service léger. Ces 882 kilos et ces 48 voitures, ne comprenant pas le service de bouche, dont on sait que simplement pour ce qui est vin et liqueur, on a 3500 bouteilles qui partent en campagne de Russie. Donc la démesure est à la mesure de l'homme, si je puis dire. Alors pour terminer et parler un peu d'innovation et de ce contexte des artisans, un objet doit être regardé, c'est le lit pliant de Marie-Jean de Souche, ce lit inventé pour Napoléon. Alors, je disais que la connaissance était faite grâce aux objets eux-mêmes. Vous avez ici un lit qui est dans l'exposition, dont l'élément métallique est d'origine, et puis le reste qui a été refait, du moins fait dans les ateliers du Mobilier National par l'atelier de tapisserie décor, que je remercie et salue pour toute l'aide sur l'exposition, et entre autres pour signifier que sans ces ateliers-là, au Mobilier National, on n'aurait entre autres pas compris cet objet, puisque vous voyez ici que Napoléon possédait 3 matelas, selon la description. Si vous visitez la plupart des musées qui présentent un lit de Napoléon, il a une petite paillasse, et puis il dormait dans quelque chose de très simple. Et quand on regarde vraiment les archives, on se rend compte qu'il y a des descriptions beaucoup plus complexes. Et avec Justin, on avait beau les lire, on ne les comprenait pas. Et puis finalement, on est allé dans l'atelier et puis on est allé voir les chefs d'atelier qui nous ont dit « mais c'est pas compliqué, vu les descriptions, vous aurez 3 matelas, ça fera 30 cm ». En 3 minutes, eh bien, ils ont fait 3 matelas, ça faisait 30 cm et ça correspondait. Et ce qui était incroyable, c'est qu'on avait des éléments textiles pour remplir la tête et le pied du lit qui faisaient un espace de 30 cm entre le sommier et puis le début du textile. Donc ça rentrait pile. Ils avaient compris ce que les historiens ne pouvaient pas comprendre. Donc tout l'intérêt de travailler avec les savoir-faire encore d'aujourd'hui pour comprendre les objets de l'époque, ce qu'en tant qu'historien on oublie très souvent.
et ce pourquoi souvent on fait beaucoup d'erreurs de conclusion dans nos différents travaux. Alors, donc ce lit, on va expliquer un peu ce qu'il est. On sait qu'il est fourni par Marie-Jean de Souche, qui est serrurier. Or, quand Marie-Jean de Souche l'apporte, il est tel que vous l'avez là, c'est-à-dire avec matelas, oreiller et couverture. Donc, Marie-Jean de Souche va sous-traiter avec un tapissier, un fabricant de couverture, un marchand d'étoffes, un sellier, un marchand de fer en meubles, un layetier emballeur, un fabricant de toiles cirées, un teinturier dégraisseur et une lingère. Mais tout ceci ne sera pas forcément présent sur la facture finale, puisqu'il va se faire payer pour la prestation, il va se débrouiller avec ses sous-traitants. Vous avez ici le brevet déposé par Marie-Jean de Souche. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un serrurier qui n'a jamais vraiment travaillé pour les grands de ce monde, mais qui, en 1803, va exposer un lit qui va plaire à Napoléon. Et dès 1804, il va déposer un brevet et devenir serrurier du garde-meuble et seul fournisseur des lits pliants de l'empereur. Vous avez à gauche le modèle de 1804. Ici, c'est le brevet de perfectionnement de 1809, puisque Napoléon va demander lui-même un perfectionnement. Il va demander à alléger le lit et surtout il va demander à avoir un sommier réglable. Malheureusement, nous n'avons aucun lit avec sommier réglable, bien qu'on sait qu'il y en ait eu fourni au garde-meuble. On sait entre autres qu'il va y avoir 17 lits fournis pour l'empereur entre 1806 et 1813 et qu'à partir de 1811 vont être fournis des lits pour l'impératrice. Entre autres, il y en a un qui est présent à Compiègne, qui est un dépôt du mobilier national, qui était pour Marie-Louise. Et puis des lits d'enfants, il y en a un présenté dans l'exposition qui était lié, bien sûr, au service du roi de Rome. Ce lit va s'appeler un lit pliant comme un parapluie dès son brevet. Vous avez à droite le lit tel qu'il est une fois déplié, il est en deux parties. La partie basse, vraiment lit, et la partie haute qui sert à disposer le dé. Vous avez à gauche le sommier déplié, il s'installe sur le lit, et en haut, à gauche, la boîte de rangement. Donc en très peu d'espace, on a un lit. Et là où de Souche va vraiment innover, et il va innover pour l'empereur, c'est que pour la première fois, on va avoir un lit pliant en une seule pièce. Avant Napoléon, existaient bien sûr ces lits de fer qu'on appelait souvent lits pour malades, puisqu'ils étaient plus faciles à entretenir que des lits qui n'étaient pas de fer. Et ces lits pliants, en fait, de l'époque, étaient dits pliants, mais en fait, ils étaient démontables. Là, ils vont être pliants comme un parapluie. Alors, Napoléon, vous avez à gauche une des marques de Souche, et beaucoup de lits circulent dans le commerce actuellement dit de Napoléon, et quand on les observe, ils ont rarement justement cette marque de Souche, ce qui permet aussi de se rendre compte qu'ils ont peut-être été fournis par de Souche, mais qu'il n'y avait pas à poser sa marque. Mais surtout, souvent, ils n'ont pas de numéro du garde-meuble. Or, le garde-meuble a l'habitude de marquer ses objets, donc ces lits ne sont sans doute pas passés par le garde-meuble, ils ont servi à d'autres personnes ou sont des plagiats. Alors on sait qu'ils étaient protégés puisque ce sont des lits de métal et qu'ils rouillaient facilement. On sait qu'ils étaient protégés parce qu'ils étaient souvent huilés pour ne pas rouiller. Bon, on a beau encore aujourd'hui mettre une substance dessus, ils rouillent tout de même et on ne les manipule qu'avec des gants puisque souvent après exposition on est obligé à chaque fois à nouveau de les restaurer. À droite, un lit qui était disposé à Fontainebleau en 1810. On voit ici, c'est un lit pliant parapluie disposé dans la petite chambre de l'empereur. Donc Napoléon va tellement aimer ce lit qu'il va y dormir au quotidien et qu'il va l'installer. Ce lit pliant de voyage va devenir un lit fixe jusqu'à être son lit de Sainte-Hélène sur lequel il va décéder. Alors pour terminer, je termine juste sur les lits. Le modèle de lit va se transporter. Vous avez encore une fois les objets qui ont appartenu au duc d'Aumale, au duc de Montpensier, au prince de Joinville, du moins au fils de Louis-Philippe. Et pour montrer que ça va toujours être aussi le lieu de l'innovation, vous avez à gauche le lit fait par un descendant de Souche en 1834, mais surtout à droite, l'étui du lit, un soufflet. Alors la première fois qu'on a trouvé le soufflet avec Justin, on s'est demandé à quoi il servait. Et en fait, on l'a compris avec la partie que vous avez à droite, qui est un oreiller gonflable, fourni par Ratier et Guibald et qui est en caoutchouc,
fait entre 1829 et 1855, sans doute vers 1834-35. Donc le bivouac, du moins le voyage, va toujours être un des lieux d'innovation, et on va continuer pour les grands de ce monde à fournir les objets les plus modernes qui soient, puisqu'on venait à peine de découvrir le caoutchouc qu'on inventait l'oreiller gonflable. Ce qui est dommageable, c'est qu'ils ne sont plus gonflables parce qu'ils sont devenus tout secs et tout durs. Je continue dans le 19e siècle, une malle-lit qui n'est pas encore datée, qu'on suppose tout début du Second Empire, mais qui fait aussi partie des collections du mobilier national et qui est encore un autre système. Je pense que monsieur qui parlera de Louis Vuitton pourra parler des malles-lits, puisque ce sera un des éléments que Louis Vuitton va développer. Et surtout ce lit parapluie, ce dernier petit clin d'œil, sachant que le lit parapluie de Napoléon, c'est encore aujourd'hui le lit parapluie de toutes les mamans du monde qui ont des lits pliants de bébés, puisque ce lit que vous avez à droite, c'est exactement le même système que celui de Napoléon, c'est-à-dire qu'on plie les parties centrales de chaque traverse par un système qui fait un lit et qui se transforme comme une petite canne. C'est exactement le même système. La seule invention qu'on a faite pour les mamans, c'est que le sommier est intégré et qu'on y rajoute un petit matelas. Le camping de luxe, ma dernière image, juste pour rappeler que même si on se promène avec tout ce qui est le plus luxueux, vous avez à droite la table de l'empereur au camp de Châlons, où on voit ces petits pliants qui servent à s'installer, et puis ces très belles tentes. Donc voilà à quoi peut ressembler un campement d'empereur. Là, c'est le campement de Napoléon III, mais le garde-meuble va toujours continuer de fournir. On restera toujours tout de même dans des objets simples. Quand on regarde les piquets et les maillets de tente, on en est toujours au même système. Donc bien sûr, on innove et on a des oreillers gonflables, mais on a toujours aussi des piquets et des maillets pour arriver à monter sa tente. Je vous remercie. Merci beaucoup, Joanne Lassage. Je vais tout de suite donner la parole à la salle bien fournie ce soir et qui, je suis sûr, a un certain nombre de questions à poser autour de ce bivouac. Alors, peut-être que... Oui, alors je t'en prie. Hein. Je t'en prie. Alors, je lance les questions parce que j'ai une question à vous poser. Je me demandais dans quelle mesure les objets très luxueux que nous avons vus ont pu jouer un rôle de prototype pour une production à plus grande échelle après, ou du moins si on peut imaginer un mécanisme qui est peut-être un mécanisme du XXe siècle, qui est que peut-être un artisan créé pour l'empereur et sa cour, avec l'espoir après peut-être de pouvoir avoir une renommée, le diffuser à plus grande échelle, ou est-ce que ce sont toujours des objets uniques? Alors, à l'époque de Napoléon, ça va être vraiment des objets uniques ou pour des personnes très proches de l'empereur, déjà parce que l'empereur a droit à l'exclusivité, déjà. Ensuite, il y a cette idée de diffusion qui va se faire sur des petites choses. Enfin, les lampes bouillottes, on va en voir partout, des éléments différents. Le lit tel que l'a connu Napoléon, le lit pliant, certains généraux vont le commander. Mais on ne va pas toujours oser... il y a cette idée d'exclusivité. Un élément tout bête, les fameux bureaux chemin de fer qui existent dans beaucoup de palais aujourd'hui, qui ont été fournis et inventés par Jacob Desmalter pour Napoléon. Aucune autre personne n'en commandera. Le seul à en commander va être Joachim Murat, qui est maréchal grand amiral de l'Empire, qui s'estimait sans doute au même niveau que l'empereur, mais il n'y a pas cette idée de diffusion en tant que telle, du moins à l'époque empire. Par contre, on suppose pendant le 19e siècle, et ça c'est les travaux à mener sur les autres éléments, entre autres c'est aussi pour ça
que j'ai montré des éléments plus tardifs, et ces éléments autour de 1830-40, il va y avoir l'idée aussi d'une innovation avec des nouvelles technologies. L'oreiller en caoutchouc, avec Justin, on a commencé de regarder, on se rend compte que c'est un moment où on va essayer plein de choses avec le caoutchouc et que justement ça va être l'idée de diffuser grâce à des prototypes. Mais parce qu'on n'est plus tout à fait dans le même type de clientèle, si je puis dire. Alors, ce qui est passionnant sur le dossier, c'est que pendant longtemps, on avait cette question de pouvoir documenter les objets de la vie quotidienne, avant tout par une peinture dont on pouvait souvent douter de la véracité. Et c'est vrai que tout à l'heure, quand vous parliez du tableau de Rhône, ou de pas mal d'autres tableaux, aujourd'hui, on a enfin des éléments, grâce à vos recherches, pour peut-être pouvoir remettre en question l'iconographie et le costume, pour reprendre le terme technique, employé dans ces peintures. Est-ce que vous avez noté beaucoup de décalage entre la peinture et justement maintenant les éléments, le catalogue d'objets dont vous disposez? Alors justement, j'ai profité de votre question parce que je voyais où vous vouliez en venir, si je puis dire, pour aller chercher cette image, un élément tout bête. On est très content d'avoir enfin trouvé le lien entre ce document d'archives qui permet de savoir qu'on avait 3 tentes à coller et puis l'image réelle, une des seules représentations du campement de Napoléon où, quand on regarde très bien, l'œuvre, on a un vrai souci, c'est qu'il n'y a aucun cordage sur ces tentes et donc elles tiennent par l'opération du Saint-Esprit. Donc forcément, oui, il y a des décalages qui sont liés à cette idée de représentation. J'ai cherché toutes les tentes possibles. Il y en a une qui est très amusante, c'est celle dans un tableau de Gros de Napoléon qui accueille la reddition d'Espagne. Il est devant une tente avec des pampilles toutes vertes et qui n'est dans aucune description dans les inventaires du garde-meuble. Donc on a voulu représenter en majesté l'empereur, donc on lui a mis une tente d'opéra, ce qu'il ne voulait pas, mais ce qu'il était à sa mesure. Donc il y a toujours ce problème de décalage. Et jusqu'où parfois c'est compliqué, on a des descriptions dans l'exposition, on a voulu représenter les drapeaux qui étaient au-dessus de la tente. Alors justement, ça a été des discussions longues avec l'atelier de tapisserie décor parce que j'avais des descriptions d'archives, mais j'avais pas nulle part il n'y avait des drapeaux. Alors comment, à partir des documents d'archives, on arrivait à comprendre? Alors il y avait un problème de taille, de métrage. Enfin, c'était compliqué pour arriver à les refaire. Alors je suis allée rechercher à nouveau ce tableau dont on voit des drapeaux sur le haut qui représentent un bleu, blanc, rouge qui est dans le sens qu'on aurait pour la Hollande et pas pour la France. Et là, tout le monde a commencé à me dire mais c'est pas possible, si vous les faites comme ça, c'est pas le drapeau français, à cette époque-là, c'est pas comme ça. Alors après, je suis allée chercher des vexillologues, les spécialistes des drapeaux, qui m'ont dit mais si, c'est possible, mais ce serait des drapeaux de pavoisement. Donc en fait, il y a à piocher dans tous les corps de métier, toutes les sources, et par ce croisement, essayer d'arriver à comprendre ce qui a pu exister. Et c'est vrai qu'on se rend compte que les historiens, d'une manière générale, ont eu l'habitude, peut-être par des formations de chartistes ou autres, je ne sais pas, d'aller dans les archives, de regarder les objets et de faire des conclusions. Mais en fait, c'est plus compliqué. C'est vraiment des spécialités différentes, c'est des métiers qu'il faut croiser pour arriver à comprendre. Et bien sûr, il y a des décalages, puisque toute peinture est une mise en scène du pouvoir. Et en plus, la plupart des peintures d'époque sont, entre autres celle-ci, est commandée par Napoléon pour faire ces grandes galeries des Tuileries. Donc il y a tous ces éléments-là à prendre avec des pincettes, si je puis dire, pour arriver à comprendre. Un truc tout bête, on a cru pendant des années que la tente qui est exposée à la Galerie des Gobelins est la tente de Napoléon parce qu'elle ressemblait à tout ce qu'on voulait qu'elle ressemble. Et c'est vrai qu'elle a tous les éléments pour ressembler, sauf à un petit détail près, elle correspond à aucune dimension commandée réellement. Donc forcément, et elle a un numéro qui ne correspond pas non plus dans les inventaires du garde-meuble. Mais elle était tellement parfaite pour correspondre pour Napoléon qu'on y a cru. Et elle a un tissu d'époque napoléonienne, mais il ne l'a pas connu. C'est sûr qu'il y a de toute façon, il y a des gens qu'on ne convaincra jamais que le sacre de Napoléon ne s'est pas placé comme dans le tableau de David. Ah oui, donc, sa maman n'était pas là. Puisque c'est peint, c'est vraiment de la photographie, quoi. Alors, peut-être une question où on va glisser tranquillement vers la seconde communication
et puis rassembler toutes les questions en plénière. On fait une petite coupe. Et une toute petite coupe, évidemment, de 5 minutes, comme à notre habitude. À tout de suite. Alors, je remercie Jeanne Lazage qui, je ne sais pas si elle l'a fait exprès, mais nous a offert une très belle transition. Donc, probablement, elle l'a fait exprès d'ailleurs, en avançant dans la chronologie. Et nous allons maintenant donc parler évidemment de collections plus tardives, à partir donc de 1860, me disait mon voisin, que je vais présenter dans l'instant. Et vous rappelez aussi le principe de ces rencontres, c'est que des professionnels issus de mondes divers, mais travaillant sur les mêmes sujets, se rencontrent, échangent. Et donc c'est le cas ce soir. Nous sommes très heureux d'accueillir Antoine Jarrier, qui est directeur du patrimoine chez Louis Vuitton, dont il a la charge depuis sa création en 2008. À ce titre, il a dirigé les grandes expositions de marques à caractère culturel, notamment en Asie. Il va nous parler sans doute ce soir, ou de manière indirecte nous présenter des tensions qui existent entre les enjeux patrimoniaux et les contraintes opérationnelles au sein d'une entreprise commerciale à visée lucrative. Une partie, donc, je vous laisserai dire ça, pardon. Il a aussi créé en 2009 les éditions Louis Vuitton, dont les ouvrages couronnés de nombreux prix font aujourd'hui référence dans leur domaine. Et il va donc toujours poursuivre le même sujet et nous parler ce soir des malles Louis Vuitton et toujours de l'art du voyage. Merci pour votre introduction. Bonjour à tous, bonsoir plutôt. Merci au Musée national pour son invitation et Marc Bayard pour son invitation. Donc, je vais vous évoquer effectivement le sujet des malles Louis Vuitton et l'art du voyage. Louis Vuitton, c'est pas uniquement une marque, mais c'est aussi un homme, un personnage qui a existé, historique. C'est pas du storytelling. Donc, Louis Vuitton est issu d'une famille modeste du Jura, d'Anché, et dans les années 30, 1830, il va monter à Paris à l'âge de 13 ans pour chercher bonne fortune, et va rentrer à la maison Maréchal, qui est emballeur laitier auprès de la cour impériale. Enfin, qui a la cour royale à l'époque, puis qui deviendra impériale par la suite, un changement de régime. Et donc on va passer d'un Napoléon à l'autre. De Napoléon Ier, on va passer à Napoléon III. Et notamment à Eugénie, auprès duquel donc, Louis Vuitton a fait ses bons offices. Nous sommes donc dans la moitié du XIXe siècle. Et il y a deux types d'aristocratie. L'aristocratie conventionnelle, qu'elle soit française ou anglaise ou allemande, prussienne ou italienne. Et le développement d'une nouvelle classe qui est la classe industrielle, comme vous le savez, qui représente aussi une nouvelle richesse. Ces personnes vont voyager de plus en plus, liées au mode de transport naissant, notamment le train. Il fallait 5 jours pour aller de Paris à Nice, de Paris à Nice. Il ne faut plus qu'une journée maintenant, à l'époque avec le train. Et donc tout ce monde, le beau monde, va vouloir se déplacer, qui sur la Riviera, qui prendre les eaux à Luchon. Je ne sais pas si vous savez où est Luchon, là, dans les Pyrénées, qui aller à Biarritz, etc., fréquenter les nouveaux hôtels construits à cet effet, et donc déplacer leur monde dans ces nouvelles villégiatures. Pour ce déplacement, bien évidemment, il va falloir déplacer l'ensemble des effets personnels et de les emballer et de les transporter. Et c'est là qu'arrive le défi de Louis Vuitton et d'autres marques, que d'emballer les robes, notamment pour la partie féminine, et les effets personnels de ces dames. Pour la petite histoire, une garde-robe classique de l'époque est composée d'un vêtement de nuit, d'un vêtement du matin, d'un vêtement du jour ordinaire, d'un vêtement de promenade, d'un vêtement de voyage, d'un vêtement de visite, d'un vêtement de course hippique, pour aller jouer aux courses, de chasse, de patinage, d'équitation, de bain de mer, de villégiature, de déjeuner, de dîner, de soirée. Enfin voilà, c'est une liste à la Prévert. Alors on ne mettait pas tout dans la même journée, mais puisqu'on ne passait pas forcément du patinage au bain de mer, mais il y avait au moins 5 changements de tenue par jour. Et quand on restait une semaine à Biarritz, il ne fallait pas mettre 2 fois la même robe, évidemment, le soir ou pendant le bal, sinon c'était mal vu. Donc vous imaginez le nombre
de boîtes à chapeaux, le nombre de boîtes à chaussures, le nombre de boîtes de douces à crinoline, etc. qu'il fallait pour subvenir à tout cet équipage. Et donc, le contenu faisant le contenant, il a fallu développer un certain nombre de produits adaptés à cette activité. Alors, je le disais précédemment, les moyens de transport ont joué un rôle très important dans la configuration technique de ces bagages, de ces malles, de différentes natures. On transportait bien évidemment ses effets personnels, mais les effets personnels vont jusqu'à une calèche, un tilbury transportable, il est entièrement démontable et se met dans les malles, ou une malle pour le chien pour aller à la chasse. La malle-lit, la mille de campement de Savorgnan de Brazza, cette fois-ci, c'était un explorateur qui découvrait le Congo et donna son nom à Brazzaville. Des nécessaires de toilette, comme celui-ci qui a appartenu à Marchanal en bas à droite, ou une malle à caviar pour prendre le pique-nique, une boîte à caviar pour prendre le pique-nique sur la plage avec un couple d'amis. C'est aussi la malle violon pour son Stradivarius personnel, ou au fond la malle à cigares qui permet de transporter 1000 cigares et donc faire profiter ses amis le soir entre deux billards. Un modèle plus récent qui a été fait par Marc Jacobs pour un défilé qui est en Galucha, comme quoi on n'a pas arrêté de faire des folies princières. Une malle pour les souliers, 30 paires de souliers, donc une paire par nature et pour un certain nombre de jours. Une malle machine à écrire, celle-ci était destinée à Hemingway. Une autre malle faite par Damien Hirst pour ses œuvres d'art. Mais donc, comme je disais, c'est le transport qui va conditionner, si je puis dire, la typologie de ces produits. Les malles, jusqu'à présent, étaient souvent bombées sur le dessus, le couvercle, pour pouvoir être mises à l'extérieur sur les coches et sur les calèches, de manière à avoir le ruissellement de l'eau de façon à ne pas inonder l'intérieur. Mais de ce fait, évidemment, elles étaient difficilement empilables, comme on peut l'imaginer, où il fallait les mettre sur le côté et de ce fait un petit peu mélanger le contenu qui était rangé à l'intérieur. Et donc le train va être le premier élément qui va donner une nouvelle forme aux malles, de ce fait, en les rendant plates sur le dessus, donc de permettant de les empiler. Et de ce fait, pouvoir avoir son équipage dans le fourgon à bagages et avoir avec soi uniquement le strict nécessaire, comme là, un nécessaire de toilette, un bagage à main, pour pouvoir faire sa toilette durant les 24 heures ou 48 heures de voyage, pour ceux qui allaient jusqu'à Istanbul, par exemple, ou des destinations plus lointaines. Le deuxième moyen de transport, précurseur à l'époque, l'aéronautique, d'abord par l'aérostation. On se rappelle que Gambetta a fui Paris par ballon lors des événements avec les Prussiens. Donc il y avait déjà des transports aériens occasionnels, il faut le dire, mais qui comportaient des bagages. Et bien évidemment, le transport aérien plus conventionnel avec des avions proprement dit, qui permettait d'avoir qui nécessitait d'avoir des bagages plus légers, notamment en bois de peuplier, et de ce fait de pouvoir emporter plus de bagages dans des conditions plus restreintes. Alors, concomitant à l'aéronautique, juste un petit diverticule, Louis Vuitton a aussi inventé des avions et des hélicoptères à l'époque. Je vous rassure, ils n'ont jamais volé. Mais ça faisait partie de cette époque un peu folle des merveilleux fous volants, où on faisait les bagages, on faisait les avions, on faisait les moteurs, et vaille que pourra, déjà un certain nombre de choses ont perduré, d'autres sont restées à l'état de prototype. Autre moyen de transport, le bateau, avec les vapeurs. Il y avait le chemin de fer à vapeur et le bateau à vapeur aussi. Et là, on retrouve l'étymologie d'un certain nombre de pièces de bagages, comme la dite cabine, donc c'est pas une cabine pour l'avion, mais c'est une cabine pour le bateau, qui est la pièce que l'on trouve sous le lit,
donc, qui est une malle très plate qui permet donc de se glisser sous la couchette des cabines des bateaux. Et la malle armoire, dite wardrobe, qui va donc dans une armoire et qui a donc la forme du réceptacle qui est prévu dans le bateau, et d'où cette expression malle armoire. Elle avait aussi la forme d'une armoire à l'intérieur, bien évidemment. Donc c'est une première terminologie courante qui apparaît avec ces usages. Et on passe du bateau conventionnel à un bateau particulier qui transporte une automobile. Et donc Louis Vuitton a adapté ses bagages donc à l'automobile naissant avec des coffres qui se mettaient donc, puisque c'était inspiré à l'époque des voitures à chevaux, avec des coffres qui se mettaient donc à l'extérieur des voitures. Et quand on achetait sa voiture, en fait, on achetait la voiture en kit. On achetait d'une part le châssis avec le moteur, chez Mercedes par exemple. On achetait la carrosserie chez Kellner ou chez Rothschild. C'est pas le banquier, là. Donc la forme de la voiture. Et on achetait ses malles chez un maltier, comme Louis Vuitton par exemple. Et donc on avait donc ces malles en fonction de cette typologie de bagages et de la typologie de voyage que l'on faisait. Quand on faisait la croisière jaune et qu'on partait à l'autre bout du monde ou que l'on faisait la croisière noire, évidemment on n'avait pas la même typologie de bagages que pour aller sur la Riviera, ça on peut l'imaginer. Il y avait des formes particulièrement adaptées à l'automobile, comme par exemple ce sac chauffeur qui se mettait à l'intérieur de la roue de secours, donc permettait d'économiser de la place. On imagine bien que ce n'est pas un objet qui est prévu pour le train, par exemple. Alors, ces bagages ont une destination de transport, mais aussi des fonctions proprement dites. Il y a des châssis à l'intérieur, il y a des aménagements. Les aménagements classiques sont des boîtes à compartiments pour mettre les cols, les cravates, les bas, les accessoires de l'habillement, de la bijouterie par exemple, ou des chapeaux comme ces caisses rubanées. En fait, les vêtements étaient épinglés, souvent voire même cousus à l'intérieur de la malle, de manière à ce qu'elle soit parfaitement fixée et ne soit pas abîmée pendant le transport, qui pouvait durer plusieurs jours. Alors, il y a des malles spécialisées, des boîtes spécialisées, comme par exemple celle pour l'encyclopédie Britannicus que nous avons là, ou ce nécessaire d'apparat de 1934, en ivoire et vermeil, qui a été présenté à l'exposition coloniale de l'époque. D'autres spécialisations, comme la malle pique-nique, celle-ci a été faite pour le prince d'Égypte, Youssouf Kamal, ou la malle fleur, qui est une petite malle, cette fois d'un modèle réduit, qui permettait d'offrir ses fleurs à sa bien-aimée de façon très élégante, évidemment. Autre spécialité, les malles avec des recouvrements particuliers, comme la malle en zinc, qui était prévue pour les pays tropicaux, avec l'intérieur en camphrier, un bois de camphrier, qui était un répulsif pour les insectes, ou la malle en cuivre, qui a la même fonction, mais plus légère, un peu plus fragile, mais plus légère et plus jolie en tant qu'élément décoratif. Ou des malles plus universelles, comme ce qu'on appelle la malle idéale, qui était une malle pour partir 4 jours pour un homme, qui permettait d'avoir 2 costumes, 4 chemises, 4 cols, 4 boutons, 4 manchettes, un par-dessus, 2 parapluies, enfin un kit complet pour 4 jours. Donc on a ces 2 typologies, des produits plus universels et des produits plus spécialisés. Alors maintenant, la fabrication de ces produits, elle a toujours lieu à Asnières, mais le lieu initial de l'installation de Louis Vuitton en 1860. La maison étant fondée en 1854. La fabrication était artisanale, évidemment, à l'époque, vous l'imaginez. Mais elle est toujours artisanale aujourd'hui, dans les mêmes lieux. En fait, ce sont des compagnons maltiers qui se succèdent de génération en génération. Et non seulement le savoir-faire se perpétue de main en main, mais de main en main passent aussi les outils. C'est-à-dire que lorsque l'aîné partira à la retraite, il va laisser à son apprenti, qui ne sera plus un apprenti à ce moment-là, ses outils. Et de génération en génération, aujourd'hui, on est à la 6e ou 7e génération de maltiers, ce sont toujours les outils d'époque qui sont utilisés pour faire les malles Vuitton de la même manière, avec les mêmes matériaux. Matériaux qui sont les suivants. D'abord, les parties ferrées, notamment la serrure,
qui chez Louis Vuitton a une histoire particulière, dans le sens où c'est une serrure brevetée qui est dite incrochetable. Alors bon, elle n'est plus tout à fait incrochetable aujourd'hui, mais elle a la particularité d'avoir un numéro unique par client. Et quand vous allez chez Louis Vuitton, c'est toujours valable aujourd'hui, bien sûr, vous avez votre numéro de clé, et quand vous achetez un nouveau produit, vous avez le même numéro de clé. C'est-à-dire que vous avez une clé pour ouvrir toutes vos malles. Ce numéro de clé vous est attribué, et elle est consignée dans un répertoire. On a aujourd'hui ainsi qu'un certain nombre de fiches clients dans lesquelles sont répertoriés tous les achats qui ont été faits par ce même client, et ce depuis 1870 jusqu'à nos jours. Et dont sont répertoriés les achats, sont répertoriées les armoiries du client ou les initiales qu'il arbore sur ses produits, ainsi que les lieux d'achat et souvent les destinations de livraison, ce qui n'est pas toujours la même chose. Donc on a un fichier de 110 000 clients à travers les siècles, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une typologie intéressante et de pouvoir analyser, puisque toutes ces fiches ont été tapuscrites 2 fois pour éviter les erreurs et croiser les fichiers. Et donc on peut savoir que tel malle a été acheté par telle personne, à tel endroit, à tel prix, à tel moment. Donc c'est un trésor commercial, si on peut dire, puisque ça permet de se projeter dans le passé et puis aussi dans le futur par rapport à tout ça. Alors on avait la serrure, il y a le bois, nos bagages sont en bois, enfin les malles sont en bois, recouverts de différents matériaux. Et le bois habituellement utilisé, c'est le koumé. Et sinon, la deuxième catégorie de bois, c'est le peuplier, qui est très léger. Et donc la mixité de ces 2 bois permet d'avoir une bonne résistance, puisqu'une malle ou un rigide traditionnel Vuitton, à la compression statique, supporte à peu près 3 tonnes. Donc, ce qui correspond à peu près à la même chose pour un bagage en carbone aujourd'hui. Mais le bois, c'est du carbone aussi d'ailleurs, et c'est développement durable. C'est fait avec des forêts qui sont renouvelées. Donc, le carbone de l'époque vaut bien le carbone d'aujourd'hui, et donc c'est la raison pour laquelle finalement nous ne faisons pour l'instant toujours pas des bagages en carbone synthétique, mais des bagages en carbone naturels. Les toiles, alors les toiles sont bien connues chez Louis Vuitton, notamment la dernière, la toile monogramme, mais en fait la première toile, on l'a vu sur la photo de la toile Bombay, était en gris, dite gris Trianon. Je ne sais pas si c'était une référence à l'époque impériale, mais ensuite elle a été rayée, donc qui est très empire, puis damier, et à la fin du XIXe siècle, elle fut monogrammée, avec donc le monogramme Louis Vuitton, et ainsi que les fleurs quadrilobées en positif-négatif. Les raisons principales étaient d'éviter les contrefaçons. Bon, on connaît la suite de l'histoire. Mais bon, à l'époque, qui était une époque assez brève, c'était évidemment respecté. Donc les toiles, évidemment, ont été... cette toile est devenue le symbole de la marque, et qui représente au sein de la maison un élément culturel très fort, puisque au-delà la notion de mode à l'époque n'était pas tout à fait le même que celui d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, parfois on ne souhaite pas arborer le monogramme Vuitton pour des raisons peut-être on était un peu trop timide. À l'époque, on était très fiers d'avoir du monogramme, et c'était bien évidemment un signe de luxe largement arboré. La personnalisation, on avait la personnalisation du contenu, mais aussi la personnalisation de l'extérieur, avec les initiales qui sont peintes à la main, qui sont toujours peintes à la main, ou les armoiries qui sont déposées marquées sur les bagages. Il faut savoir que les personnes qui voyageaient à cette époque, et même encore maintenant pour certaines d'entre elles, un trousseau de base, c'était 5 malles, 6 malles, voire 15, 20 malles. Sarah Bernard, quand elle traversait l'Atlantique pour partir en tournée aux États-Unis, avait 75 malles. C'était pas que des costumes de théâtre. Donc c'était vraiment, quand on parle d'un équipage, c'était un véritable équipage. Et donc il y avait nécessité de les distinguer, de les numéroter, la 23, la 42, la 56, et pour pouvoir facilement récupérer ces effets. Petite anecdote, il y avait des logos qui étaient dessinés, des couronnes, des initiales. Et puis là, on avait un rébus pour Paul Poiret, par exemple,
poids raies. Et le logotype, c'est un poids et des raies. Donc voilà, donc il y avait toutes les imaginations possibles pour pouvoir se distinguer de son voisin par rapport à ses bagages. Alors, il y a le contenu et puis après l'exploitation, si on peut dire. Quand on arrive sur place, on a les bagages disponibles pour pouvoir rendre ces effets personnels disponibles, mais on pouvait aussi utiliser le bagage, la malle, comme étant comme un outil en tant que tel. Notamment la malle bureau, pour la plus classique. Celle de gauche, qui était un malle bureau faite pour Léopold Stokowski, le célèbre chef d'orchestre, lui permettait, avec une machine à écrire qui se glissait dedans, de composer une machine à écrire spéciale, de composer ses symphonies, ses pièces de musique. Et donc permettait d'avoir avec lui son bureau transportable. La pièce de droite, c'est un secrétaire linge bureau aussi, qui lui était parfumé à l'héliotrope, et donc par la maison Guerlain, et donc permettait à son usager d'avoir la pièce parfumée en même temps dans laquelle la pièce dans laquelle la malle était ouverte, parfumée de la même manière. Voilà. Donc il y a un côté design, un côté fonctionnel qui se rajoute au côté purement transport et emballage. Autre pièce fonctionnelle, c'est l'aspect armoire et garde-robe avec les systèmes extensibles qui permettent d'avoir donc disponible, suivant si on est du sexe masculin ou sexe féminin, qui des vêtements d'hommes ou de femmes, notamment les systèmes pour plier les robes de façon astucieuse sur des penderies, puisque la robe, évidemment, vous imaginez, est supérieure en taille, surtout s'il y a des traînes à la penderie. Donc il y avait un système de cintre enroulable qui permet de faire des culbutes à la robe et donc de les cintrer de manière, comment dirais-je, astucieuse. On le voit peut-être mieux voilà, on le voit mieux sur ce dispositif ici, où on voit que la partie courbée du cintre est à l'envers. Donc voilà, donc c'est pas une erreur. Donc il y avait des malles tiroirs, des malles dites linge, ou des malles penderies comme celle-ci. Alors, le voyage, quand on voyage, on peut voyager pour passer d'une pièce à l'autre, si on peut dire, voyager pour aller visiter un ami dans le voisinage, dans la ville où on est. On peut voyager, prendre l'avion pendant quelques heures pour aller à une certaine destination. On peut voyager pour partir en vacances avec des valises, ou comme on voit sur la photo de droite, c'est le kit de voyage de la cour de Thaïlande qui a été commandé dans les années 70 à la maison Vuitton. Donc il y a les différentes, comment dirais-je, différentes importances que l'on peut donner à son transport. Là, on prend un kidam moyen qui part voyager. Et donc, en fait, il y a des cercles que l'on a autour de soi qui, comme des pelures d'oignons que l'on met, que l'on prend. C'est-à-dire simple montre quand on voyage sous sa douche, ou la montre plus un portefeuille quand on va faire une course, ou un attaché-caisse quand on va faire des affaires, où on cumule ainsi les éléments jusqu'à le paroxysme qui est effectivement la cour de Thaïlande. Donc il y a une notion, comment dirais-je, spatiale, comme des couches que l'on a autour de soi, qui détermine en fait le besoin que l'on a par rapport au bagage. C'est une notion plus moderne du bagage qui aujourd'hui correspond plus à la vie actuelle. Et puis il y a le bagage du futur. Et là je vais faire un petit peu de storytelling pour le coup. On a même imaginé la malle pour aller sur Mars. Donc c'est totalement de l'anticipation, avec sa chaise longue pour prendre un clair de terre, et avec le kit dedans
de livres, comme dans la malle de livres qu'on a vu tout à l'heure, la malle pique-nique, et des tiroirs pour ranger ses affaires personnelles. Voilà. Bon, là, c'est du storytelling et c'est une autre histoire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, juste avant de prendre vos questions, je voulais juste préciser peut-être pour ceux qui n'ont pas vu l'allusion que à la dernière rencontre de ce cycle, le 29 septembre, Christophe Rioux était venu nous parler de ce concept de storytelling en nous présentant un de ses livres. Et donc c'était aussi une référence à ce... Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être, ou sûrement même? Oui, bonsoir, Daniel Requette. Au fil des 150 ans de la maison Vuitton, combien avez-vous répertorié de toiles différentes? Et à une certaine époque, les mâles sont devenus houssés pour les protéger. Est-ce que c'était un développement de la maison ou est-ce que c'était des décisions spécifiques de vos clients? Alors effectivement, les mâles, notamment, enfin les pièces de bailliage, notamment en cuir, étaient houssées pour protéger le cuir qui était beaucoup plus fragile que les toiles conventionnelles, qui étaient en fait de la toile de bâche améliorée. Mais effectivement, donc les mâles, notamment en cuir, étaient houssés, pardon. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand vous achetez certains types de bagages, ils sont livrés avec la housse d'origine. En ce qui concerne le nombre de toiles, je vous ai présenté les 4 principales toiles historiques, si on peut dire. Ensuite, notamment par rapport à la toile monogramme, on connaît la toile monogramme dite marron, en fait, marron-beige, bicolore. Et elle a été aussi déclinée en rouge, et en bleu, en jaune. Et il y a eu aussi une toile de couleur unique qui s'appelle la vuittonite. Alors, c'est pas une maladie, hein, la vuittonite. C'est une déclinaison non monogrammée de la même toile monogramme. Donc, avec un grainage léger et qui était utilisé aussi sous différentes formes, sous différentes couleurs. La vuittonite beige, bleue, verte, orange. Voilà. Donc, effectivement, il y a eu les principales toiles que l'on connaît en référence. Il y a eu des déclinaisons de ces toiles dans différentes couleurs, en fait. Moi, j'avais une petite question dans la relation avec le client, c'est-à-dire c'est le client qui vous dit je veux ça, je veux ci, ou alors c'est vous, au cours du temps, qui avez analysé la manière d'être de la personne et lui proposer des solutions, ou alors c'est les deux à la fois. Ça se passe comment, cette relation Alors, en fait, le principal métier de Louis Vuitton, surtout au début, c'est donc d'être emballeur. Donc on a un certain nombre d'éléments et qu'il faut mettre dans un contenant. Donc on part toujours de l'objet du contenant pour aller vers le contenu. Et donc il y a effectivement des produits standards, si je puis dire, qui correspondent à un besoin général, habituel. Mais très souvent, le client a des objets particuliers ou qui ont parfois des tailles particulières. Par exemple, la cantatrice Lily Ponce, qui avait la particularité d'avoir des petits pieds. Donc le nécessaire de chaussures qu'on lui a faites ne comportait pas 30 tiroirs, mais 36 tiroirs, parce qu'on pouvait en mettre plus dans le même volume. Donc effectivement, le contenant est vraiment adapté aux besoins du client de façon assez courante, en fait. Sachant que la règle de base, c'est de pouvoir être transporté par 2 personnes avec 2 poignées. J'ai juste une petite question. Vous aviez évoqué tout à l'heure les malles donc, qui étaient personnalisés pour certaines personnes qui notamment font des voyages dans certains pays. Pour Paris, il y a une malle particulière. Les gens qui viennent sur Paris, par exemple, je sais pas. J'ai pas bien compris votre question. Non, vous avez évoqué une malle où vous pouvez partir, par exemple, dans d'autres pays, enfin, je veux dire, qui étaient... Les malles, effectivement, qui sont destinés, par exemple, à des expéditions, comme l'expédition Savognin-Brazza, les expéditions Croisière Noire, Croisière Jaune ou d'autres,
Albert Kahn, par exemple, les malles photographiques d'Albert Kahn étaient faites par la maison Vuitton. Donc effectivement, là, il y avait des malles spécialement destinées à des voyages particuliers. Pour la vie parisienne, il n'y a pas de malle particulière. Enfin, la vie occidentale européenne, il n'y avait pas de malle particulière. Bonsoir, merci pour ce très intéressant exposé. Vous avez un patrimoine de malles Vuitton, est-ce que vous pouvez nous le décrire? Je voudrais savoir si vous acquérez sur le marché des moelles que vous avez fabriquées pour des propriétaires particuliers, pour des clients particuliers, et que vous retrouvez sur le marché ensuite. Est-ce que vous les rachetez? Comment est constitué votre fonds? Alors, notre fonds est constitué d'un fonds initial qui a été initialisé par Gaston Vuitton, donc le troisième du nom, Louis-Georges Gaston, donc qui est notre fonds de base, si on peut dire, qui est hérité. Et sinon, le reste de notre fonds, qui représente à peu près 23 000 pièces au sens malles et articles de voyage, et a été effectivement acquis ces 15 dernières années. Et donc nous les rachetons par différentes sources. Certaines sont publiques, d'autres sont plus privées. Et effectivement, nous avons ainsi constitué une collection avec deux axes d'acquisition. Un axe lié à la typologie de la pièce, de manière à ce qu'on puisse inventorier toutes les typologies de pièces qui ont été faites dans l'histoire de la maison, puisque les pièces étaient vendues, donc on ne les avait plus, bien évidemment. Et d'une part, et d'autre part, les pièces ayant appartenu à des personnages célèbres, donc pour faire du storytelling, justement. Voilà. Mais effectivement, c'est ces deux typologies de pièces qui constituent la collection. Il y a une collection donc d'objets et une collection d'archives aussi, notamment c'est les fiches clients dont on parlait tout à l'heure, mais aussi les catalogues, les publicités, les documents commerciaux, les documents techniques, les brevets d'invention. Il y a eu énormément de brevets d'invention. Je parlais de la serrure, mais il y a eu aussi des brevets d'invention sur les charnières, sur les types de fermeture, sur les modes de conditionnement, sur certains tissus, certains textiles, donc qui étaient inflammables, etc. etc. Donc voilà, c'est comme ça que c'est constitué la collection. La collection est visitable ou c'est un musée? Alors, nous avons un musée que je vous invite à venir voir à Asnières, donc dans la maison de famille, qui a été restauré récemment, qui va être de nouveau remis au goût du jour cet hiver, donc il va être une petite période de fermeture. Donc je vous invite à venir le voir. Et nous avons une exposition que nous ouvrons au Grand Palais dans 15 jours, à partir du 5 décembre, sur les collections Vuitton, de ses origines à nos jours, et donc qui retrace donc l'histoire de la maison à travers toutes ces péripéties, tant historiques que techniques. Alors en général, on fait une grande exposition par an. Là, il n'y en avait pas eu depuis 2 ans en fait. Mais disons, les grandes expositions de ce type ont démarré qu'il y a 6 ans, à peu près 6-7 ans, enfin, quand j'ai pris en charge ce département. Ça a été d'ailleurs au musée Carnavalet à Paris. On a fait d'autres expositions en Asie, dont le musée national de Chine, qui a beaucoup fait parler de lui, notamment par le Parti communiste chinois, qui était assez surpris de voir un Louis Vuitton dans son musée. Mais dans différents autres lieux culturels. Et effectivement, souvent les marques ont commencé depuis quelque temps à faire des expositions dans des lieux, disons, publics. On a tenu à faire nos expositions dans des lieux plus culturels parce que nous estimons que nous avons une légitimité culturelle. Louis Vuitton fait partie de la culture française, au même titre que le Ricard ou les vins de Bordeaux ou d'autres manufactures, qu'elles soient royales ou impériales ou autres. Et donc, ça fait partie de la culture de la maison que de promouvoir le savoir-faire français. Il faut savoir que toutes nos pièces sont fabriquées en France,
à part certaines exceptions, les montres qui sont faites en Suisse, désolé, et une fabrique qui est faite aux États-Unis, qui s'appelle la French Company, qui a été montée en 1890 par un monsieur qui s'appelait Monsieur French. Et donc Louis Vuitton est effectivement présent aux États-Unis depuis la fin du 19e siècle, ainsi qu'au présent à Londres. Et voilà, donc c'est une délocalisation historique, si je puis dire. Quand apparaît le monogramme sur la toile? En 1896. C'est fou hein, que ce soit si ancien. Non, parce qu'au sens où vous êtes passé rapidement, mais c'est vrai que c'est une vraie question. C'est le premier acte de storytelling historique, pratiquement, d'utiliser le monogramme de manière ornementale, où il y a peut-être quelques autres exceptions princières, mais pour une fabrique d'artisans qui sont censés aussi revendiquer les vertus d'humilité, c'est extraordinaire que ce soit si tôt. Alors, c'est un sujet bien évidemment logotypé, surtout analysé de nos jours, mais à l'époque c'était surtout un élément décoratif. Le fait que ce soit des petites fleurs en positif, négatif, de façon géométrique, enfin, je veux dire, c'est typiquement les carreaux des cuisines de nos grands-mères révisités sur une toile décorative. Les toiles qui recouvraient les articles de voyage étaient des toiles décoratives. C'était un élément, disons, qui participait à l'esthétique de l'objet. Donc c'était pas spécialement un élément, disons, statutaire, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Aux rencontres des Gobelins, on a pu tester aussi le fait que le décoratif n'est jamais totalement décoratif. Et il connote toujours, enfin vous mettez votre monogramme, vous le diffusez sur la toile, forcément vous induisez un certain nombre d'éléments signifiants, très clairs. Un style. C'est ça qui est bien avec le style, c'est que c'est super opaque. Oui, moi j'avais une question. Vous avez évoqué en fait trois zones de savoir-faire, la serrurerie, le bois, la toile. Est-ce que historiquement, il y a eu chez Louis Vuitton, et aujourd'hui encore d'ailleurs, ces trois types de savoir-faire? Est-ce qu'il y a eu des moments de sous-traitance? Puisqu'on a entendu parler de la question de... Oui, tout à fait. La sous-traitance a toujours existé chez Louis Vuitton, notamment pour des éléments constitutifs de l'objet. Par exemple, les parties métalliques n'étaient pas faites chez nous, sont effectivement sous-traitées à l'extérieur. Les toiles, on ne les fait pas nous-mêmes, évidemment. Les vaches, on ne les élève pas nous-mêmes pour faire le cuir. Non, mais c'est important parce que, par exemple, les tanneurs, aujourd'hui, on a racheté un certain nombre de tanneurs pour pouvoir avoir la certitude d'avoir les fournitures en cuir. On a racheté des tanneurs en Belgique, on a racheté des tanneurs en Asie, notamment pour les produits, les cuirs exotiques. Donc, dans certains cas, on est obligé, pour être sûr de la qualité, d'acquérir un certain nombre de sous-traitants, de composants. Mais ce n'est pas le cas pour, bien sûr, tous les éléments. Donc, le cœur du savoir-faire de Louis Vuitton, c'est le travail du bois, ou c'est l'art de prévoir un contenant pour adapter un contenu? Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, par exemple, les sacs souples sont beaucoup plus courants que les sacs rigides. Donc le contenu s'est adapté au contenant. Enfin, la vie moderne a fait appel à d'autres technologies. Il y a un aspect que j'ai pas évoqué, qui est notamment la sellerie. Un élément important dans le bagage, c'est la poignée, puisque c'est l'élément qu'on touche, qui est en contact avec le voyageur en général, en particulier quand il se déplace. Et donc la notion de cuir et de l'aspect tactile du cuir avec la main est un élément important. Bon, ça fait partie de différents éléments constitutifs du bagage, effectivement, qu'on peut développer et qui sont importants dans sa fabrication. Merci beaucoup. Merci pour cet art du voyage. Et je vous propose de prendre un verre. Merci.